Il y a quelques jours de ça, Google s'est ramené avec sa nouvelle puce quantique, Willow. 105 qubits sous le capot, mais ce qui est intéressant, c'est pas tellement leur nombre, mais plutôt leur stabilité. Là où d'autres constructeurs jouent la carte de la quantité, Google privilégie la qualité. On ne s'en rend pas compte, mais cette puce, c'est une nouvelle étape vers la mise au point d'un ordinateur quantique parfaitement opérationnel. Le mot fait peur, et franchement, il y a de quoi. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la question de l'informatique quantique, et autant vous dire que ça a le potentiel de foutre en l'air pas mal de choses, y compris Bitcoin et les cryptos. On va faire court, mais il faut bien qu'on comprenne de quoi on parle. Un ordinateur classique, ça fonctionne avec des bits, des unités d'information qui sont soit des 0, soit des 1. Ces 0 et ces 1, ils ont une réalité physique, et vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est les transistors. En gros, dans votre ordinateur, vous avez plein de transistors, c'est des petits composants électroniques qui peuvent soit laisser passer l'électricité, soit la bloquer. C'est un peu comme un interrupteur, allumé ou éteint, 1 ou 0, bref, vous avez saisi. Un ordinateur quantique, lui, il utilise des qubits, qui exploitent les lois particulières de la mécanique quantique. Déjà, c'est plus 0 ou 1, c'est plutôt 0 et 1. Ouais, un qubit, il est à la fois allumé et à la fois éteint en quelque sorte. C'est dû au phénomène de superposition, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, le chat de Schrödinger, tout ça. En prime, il y a des phénomènes d'intrication, c'est-à-dire d'influence instantanée. Oui, je dis bien instantané là, pas très vite, instantané. Je fais une petite parenthèse pour la culture, mais on parle de phénomènes où des particules sont liées les unes avec les autres et s'influencent mutuellement de manière instantanée, et ça, peu importe la distance à laquelle elles se trouvent l'une de l'autre. C'est comme une espèce de lien invisible où les notions de temps et d'espace n'existent pas. En 2017, des chercheurs chinois ont réussi à intriquer des particules à plus de 1000 km l'une de l'autre. Lorsque l'une des particules a émis un signal, l'autre particule a réagi instantanément. Pas très rapidement, non, bel et bien instantanément. Bon bref, parenthèse fermée, on va pas commencer à se faire mal à la tête dès le début de la vidéo. Mais au moins, là vous devriez avoir compris un truc. Un ordinateur quantique, ça va vite, très vite. Si on veut résumer, là où un ordinateur classique exécute ses instructions une par une de manière linéaire, un ordinateur quantique il pourrait explorer plusieurs possibilités à la fois, rendant certains calculs infiniment plus rapides. Et infiniment, c'est peu dire. La puce Willow de Google, elle a démontré une performance spectaculaire en réalisant en moins de 5 minutes un calcul qui aurait pris 10 septillions d'années à un superordinateur classique. C'est 10 avec 25 zéros derrière, soit beaucoup trop de zéros pour que ça signifie quoi que ce soit pour notre pauvre petit cerveau qui a déjà du mal quand on parle de milliards. Et là, on commence à toucher le cœur du problème. Cette histoire, ça sent pas très bon pour Bitcoin et les cryptos de prime abord. On va se concentrer sur Bitcoin évidemment, car c'est le plus solide et aussi parce que vous imaginez bien que si l'invention de Satoshi Nakamoto finit par tomber, faut pas donner trop cher du reste de l'écosystème. On va revenir un peu au fondamental pour bien comprendre tout ça. Bitcoin, ça fonctionne avec une paire de clés cryptographiques, une clé publique et une clé privée. Jusque-là, on est bon ? Bon, je vais vraiment vulgariser pour que tout ça reste compréhensible. On peut voir ça un peu comme une boîte aux lettres. La boîte, c'est la clé publique, qui vous permet de recevoir des bitcoins, et la clé de la boîte aux lettres, c'est la clé privée. C'est celle qui vous permet d'ouvrir la boîte et d'avoir accès à son contenu, et vous êtes la seule personne à l'avoir en théorie. Donc entendons-nous bien sur une chose maintenant, si une personne possède votre clé privée ou parvient à la trouver d'une quelconque façon, vos bitcoins ne sont plus vos bitcoins, c'est aussi les siens et la personne pourra les utiliser comme elle veut. Maintenant, il y a plusieurs manières de trouver une clé privée. La première, et celle qui arrive tout le temps, c'est l'erreur humaine. Grosso modo, vous avez votre clé qui est écrite sur un bout de papier et vous vous faites voler le bout de papier. Maintenant, une clé privée, c'est juste une suite de chiffres et de lettres. Alors, est-ce qu'on pourrait essayer de la deviner par hasard ? Alors, il y en a qui ont essayé, mais ils ont vite abandonné. La technique, c'est de brute force. En clair, c'est d'essayer toutes les combinaisons possibles et prier pour avoir de la chance. Enfin, de la chance. Vaut mieux prier pour un miracle à ce stade. Pour illustrer, dites-vous que ça revient à gagner au loto près d'une dizaine de fois d'affilée juste pour avoir une chance de trouver une clé avec du bitcoin dessus. Autant vous dire que ces chances sont infinitésimales et que ça devient encore plus ridicule quand on essaye de deviner une clé précise, genre les clés de Satoshi Nakamoto au hasard. Alors, deviner une clé de 0, effectivement, c'est hautement improbable, mais quelqu'un qui voudrait deviner une clé privée a quand même une info à mettre dans sa moulinette. Et cette info, c'est la clé publique. Les deux clés fonctionnent de concert, et on pourrait essayer de retrouver la clé privée à partir de la clé publique, pas vrai ? Dans la théorie, oui, avec ce qu'on appelle l'algorithme de Shor. Bon, quittez pas tout de suite la vidéo, vous allez voir, c'est assez facile à comprendre. Mis au point par Shor à la fin des années 90, cet algorithme il pourrait permettre de trouver une clé privée à partir d'une clé publique. En fait, Bitcoin utilise un système cryptographique appelé ECDSA pour Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. Bon, c'est un nom un peu rasoir pour désigner les maths qui garantissent la sécurité des transactions et des portefeuilles Bitcoin.
C'est pratiquement impossible de casser cet algorithme avec un ordinateur classique, tout du moins c'est vraiment hautement improbable et ça prendrait des millions d'années et une quantité d'énergie pharaonique. Par contre, si un ordinateur quantique suffisamment puissant, capable d'exécuter l'algorithme de Shor avec plusieurs millions de qubits stables, venait à exister, il pourrait casser ses protections. Dans l'idée, il pourrait calculer une clé privée à partir d'une clé publique en un temps relativement court, mettant ainsi en danger la sécurité de Bitcoin. Mais pas que de Bitcoin en fait, mais d'un très grand nombre de systèmes reposant sur la cryptographie. Je vous dis pas le bordel si ça devait arriver. C'est pour ça qu'on dit que l'ordinateur quantique pourrait sonner le glas de l'invention de Satoshi Nakamoto. Mais bon, vous vous en doutez, comme toujours, Bitcoin pourrait bien nous surprendre. Déjà, il faut voir un truc primordial, c'est que l'informatique quantique et l'algorithme de Shor ne menacent pas que Bitcoin. Beaucoup de systèmes tomberont bien avant notre crypto préféré. Oui, parce qu'il faut bien se dire que l'intégralité de la sécurité informatique est basée sur les mêmes algorithmes que Bitcoin. À la différence près que ce dernier, il est antifragile, c'est-à-dire qu'il se renforce au fur et à mesure des attaques. Faut le dire, Bitcoin est le système d'information le plus résistant au monde aujourd'hui. Donc vraiment, l'ordinateur quantique aura fait beaucoup de ravages avant même de le faire sauter. L'arrivée de ce genre de technologie, ça pourrait littéralement être un véritable cataclysme numérique. Vos mots de passe Facebook, Twitter ou autres réseaux sociaux, même pas la peine d'y penser. Imaginez le merdier dans les bases de données des banques et même dans les installations militaires, dans les hôpitaux, partout en fait. Toutes les règles en matière de chiffrement de données deviendraient caduques et on devrait absolument tout revoir de zéro. Bon ok, on a compris, ça serait vraiment la sauce pour Bitcoin. Mais la guerre n'est peut-être pas encore perdue. Déjà, on est loin, très loin d'avoir un ordinateur quantique fonctionnel capable de faire ce genre de truc. Je vous l'ai dit, le Willow de Google, c'est 105 qubits. Pour casser nos algorithmes de chiffrement modernes, certains estiment qu'il faudrait une puissance de près de 4 millions de qubits, et en plus que ces qubits soient stables, autant vous dire qu'on n'y est pas encore. Ah, et au cas où vous vous posiez la question, non, il suffit pas d'aligner 40 000 plus Willow pour avoir un ordinateur quantique de 4 millions de qubits. Heureusement, ça ne marche pas comme ça, et on est probablement à plusieurs décennies de pouvoir déployer cette puissance de calcul. Google le disent eux-mêmes, pour le moment, leur nouvelle puce n'est a priori pas une menace pour la cryptographie. Aujourd'hui, l'informatique quantique, ça fonctionne sur le papier, mais dans la réalité, avoir des qubits stables sur la durée, c'est une tannée. C'est super compliqué de travailler avec des phénomènes quantiques, car par nature, ils sont ultra instables et produisent des erreurs. Et l'informatique quantique, ça reste de l'informatique, et les erreurs, ça peut vite tout foutre en l'air. Surtout que vu le nombre d'opérations effectuées par un ordinateur quantique, même un tout petit pourcentage d'irrégularité, ça fait une énorme quantité d'erreurs, rendant impossible tout calcul vraiment précis. Il y a déjà ce problème à régler, et même si on devait y arriver, ce n'est pas demain la veille. Ensuite, un point primordial qu'on oublie trop souvent, c'est l'énergie. Oui, parce que là, on n'a parlé que d'un seul vecteur d'attaque, c'est le fait de deviner une clé privée. Mais en vrai, on pourrait aussi attaquer Bitcoin à 51% avec un ordinateur quantique. L'ordinateur mouline pour avoir une puissance de hachage supérieure à 50% de la puissance du réseau, et paf, on peut faire de la double dépense. La quantité d'énergie pour maintenir une telle attaque, elle est pharaonique, et c'est pour ça qu'on va pas trop épiloguer là-dessus. Faudrait vraiment être motivé et surtout que ce soit rentable. Et croyez-moi, ça ne l'est pas. Ensuite, il y a des caractéristiques plus intrinsèques de l'invention de Satoshi Nakamoto qui peuvent nous protéger de l'arrivée d'un ordinateur quantique. On peut changer le code de Bitcoin, on peut changer ses algorithmes, on peut l'améliorer. Évidemment, ça prendrait du temps, de par sa nature décentralisée. Mais si une singularité quantique venait à bouleverser le monde de l'informatique, on pourrait concevoir des algorithmes quantum-proof et les appliquer à Bitcoin. Et certaines cryptos le font déjà, et il y en a même pour qui c'est leur principal argument marketing. D'ailleurs, la résistance post-quantique, c'est un vrai terrain de recherche, et on fait des avancées majeures dans ce domaine aussi. Oui, l'humain aime beaucoup concevoir des boucliers contre les épées qu'il a lui-même forgées. Rien de nouveau sous le soleil, vous me direz. Au-delà de ça, et c'est le principal argument à mon sens, et celui qui fera que Bitcoin survivra, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt à l'attaquer. Si une personne venait à pouvoir abuser de Bitcoin avec assez de puissance de calcul, peu importe que ça vienne d'un ordinateur quantique ou d'autre chose, le cours s'effondrerait purement et simplement. Ça paraît évident dit comme ça, mais quel intérêt d'attaquer un actif qui vaut 0 à la seconde où on l'attaque avec succès ? On peut trouver tous les arguments du monde pour le justifier, mais c'est un fait, la personne qui arrivera à faire tomber Bitcoin deviendra le roi d'un empire sans valeur. C'est la confiance qui fait la valeur d'un Bitcoin. Sans cette confiance, et si le protocole échoue, alors il ne vaut plus rien. En ce sens, quel intérêt pour un attaquant de dépenser des sommes faramineuses en matériel, en énergie, en transport, en temps, etc. pour rien ? Pas grand-chose, et c'est peut-être pour ça que Bitcoin a déjà gagné finalement. Ordinateur quantique ou pas, ça ne vaut juste pas le coup.
Que ce soit parce que Bitcoin vaut zéro sans confiance, ou bien parce que de toute façon on pourrait rollback la blockchain pour y ajouter des algorithmes résistants à la quantique. Dans les deux cas, c'est sans issue. Non, à vrai dire, si un jour une puissance vient à avoir un ordinateur quantique, elle a des tonnes de raisons de s'en servir autrement qu'en essayant d'attaquer notre pièce orange préférée. On commence à avoir fait le tour de la question. L'informatique quantique, ça va changer beaucoup de choses dans le monde de l'informatique. Ça va être un point de basculement monstrueux. On ne sait pas encore ce qu'il adviendra de Bitcoin et des cryptos, mais a priori, une peur irraisonnée n'y changera rien. À la place, dites-vous que des gens infiniment plus doués que vous et moi travaillent déjà sur ces questions-là et sur comment on va les résoudre. Le NIST notamment, qui est une agence américaine spécialisée dans les standards technologiques, il bosse fort sur la question. Rien qu'en 2024, ils ont sorti 3 outils de chiffrement résistants aux technologies quantiques. Donc bon, ça avance et a priori, on devrait être préparé à l'arrivée de ce genre de machine. D'ailleurs, Satoshi lui-même a déjà pensé à cette éventualité. Pour lui, si les systèmes cryptographiques utilisés actuellement par Bitcoin venaient à tomber, ce serait pas si grave que ça. Dans l'idée, on pourrait faire une sorte de screenshot de la blockchain avant les problèmes et migrer le consensus sur une blockchain avec d'autres chiffrements plus résistants. Ça serait un peu sport sans doute, mais loin d'être impossible. Bon, au moment de la sortie de cette vidéo, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Bitcoin est plus ou moins à 100 000 $ et c'est un peu inévitable, l'invention de Satoshi Nakamoto risque d'être au cœur de certains débats. La question de l'ordinateur quantique pourrait bien s'immiscer dans la discussion. Si ça arrive maintenant, vous savez quoi répondre. Alors non, un ordinateur quantique très puissant ne menace pas directement Bitcoin, et s'il y a bien un système qui pourrait y résister, c'est bien lui. La question, elle est prise très au sérieux, et vous savez ce qu'on dit, quand on anticipe quelque chose, ça arrive très rarement. Un jour, un ordinateur quantique très puissant pourrait bien coexister avec Bitcoin et les cryptos, et ça ne serait pas nécessairement une catastrophe. Par contre, c'est pas impossible que la transition soit un poil tumultueuse. Si une entreprise comme Google se ramène demain avec un ordinateur quantique opérationnel, ça risque de trembler, et pas qu'un peu. Mais de là à faire l'éloge funèbre de nos chères crypto-monnaies, a priori non. Après, l'avantage, c'est que si ça arrive et que vous êtes sur notre canal Telegram d'actualité, vous serez au courant avant tout le monde. On vous analyse l'actu en direct et on vous envoie tout ça quasi instantanément. C'est un gros travail de veille et ça peut vraiment vous faire gagner un temps précieux, alors rejoignez-nous. C'est totalement gratuit évidemment et vous trouverez le lien en description de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça et comment vous imaginez que Bitcoin réagira si un ordinateur quantique fonctionnel venait à pointer le bout de son nez. N'hésitez pas non plus à me donner des idées pour les prochains sujets de vidéo. Si vous avez un sujet que vous voulez que je creuse en particulier, dites-le moi, je suis là pour ça. En attendant, passez de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!